Bonsoir et bienvenue à tous. À la une ce dimanche, orage meurtrier dans l'Hérault. 2 personnes ont péri dans leur voiture emportée par les flots. Nous serons en direct de Montpellier où sont tombées des quantités d'eau exceptionnelles en très peu de temps. L'humilité, la précision et l'émotion des héros américains du Thalys. Dans leur tout dernier témoignage, ils racontent dans le détail l'attaque d'Ayoub El-Kazani, ouvrant le feu dans le train et blessant 2 personnes. Le suspect est toujours en garde à vue au siège de la Direction générale de la sécurité intérieure à Levallois-Perret. L'équipe de la Coupe du monde de rugby. Le sélectionneur du 15 de France a dévoilé les noms de ceux qui la joueront dans moins d'un mois. Déception des recalés. En exclusivité, nous étions aujourd'hui à Marcoussis avec l'équipe de France, victorieuse de l'Angleterre hier. Dernier épisode de notre série consacrée au désert. Ce soir, nous survolerons une étendue incroyablement sculptée, la Cappadoce en Turquie, région inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces reliefs remontent à 30 millions d'années. Et puis nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir Éric Cantona. Actuellement en répétition, il sera à partir du 2 septembre à l'affiche de la pièce Victor au Théâtre Hébertot à Paris. Une pièce d'Henri Bernstein avec Caroline Sillol et Grégory Gadebois à la mise en scène, Rachida Brakni. Les intempéries qui balayent l'Hérault et le Gard ont tué 2 personnes à Montpellier. Elles ont été emportées par les flots. Leur voiture a chuté et a été retrouvée retournée en contrebas. Charlotte Casanova et Christelle Chabot. C'est dans cette voiture que sont morts 2 octogénaires cet après-midi à Montpellier. Leur véhicule a été emporté par les eaux dans cette rue située près du Lèze, un fleuve sorti de son lit suite à d'importantes précipitations. Les témoins sont encore sous le choc. Il y a plu pendant une demi-heure à fond et la rivière est montée et les gens essayaient de passer. Et il y a une personne âgée malheureusement qui a voulu faire un peu plus que les autres. Il s'est retrouvé bloqué au milieu et pas moyen de s'enlever. La voiture a calé, elle a tourné et c'est parti en 30 secondes. C'est choquant, on voyait le monsieur qui était agrippé à son volant et qui ne pouvait rien faire, quoi. Les fortes pluies ont également provoqué des dégâts matériels, des rues inondées, des chutes d'arbres. Et les passagers d'un train reliant Nîmes à Montpellier nous ont confié être bloqués depuis de nombreuses heures au niveau de Castelnau-le-Lez. Une coulée de boue aurait provoqué le déraillement de leur train. Là, on est à 10 minutes de Nîmes. On est environ arrêté depuis 3 heures. Certains voyageurs avaient demandé à pouvoir sortir du train. D'abord parce qu'il fait chaud, ensuite parce qu'ils voulaient s'aérer et enfin parce qu'ils voulaient fumer. Ça a été interdit. On ne s'occupe pas de nous. Je pense qu'on peut nous tenir informés et nous prendre pour des adultes responsables. Des intempéries également dans le Cantal et ce drame dans le camping municipal La Bédisse à Thiézac. La mort d'un homme de 71 ans. Sur la commune de Thiézac, on a eu un phénomène très localisé avec un vent très important, notamment au niveau du camping qui a occasionné des dommages, quelques dommages, dont cette caravane qui s'est couchée, qui malheureusement a entraîné le décès de ce septuagénaire qui venait de région parisienne. Les 14 autres occupants du camping ont été évacués. D'autres précipitations sont attendues dans la soirée. Et Evelyne Delia va nous aider à y voir plus clair sur ces intempéries. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Audrey. On a vécu un phénomène exceptionnel cet après-midi. Oui, tout à fait exceptionnel à Montpellier. Parce qu'en 1 heure, il est tombé 108 mm de pluie, c'est-à-dire l'équivalent d'un mois de précipitation. Et ça n'est du jamais vu. C'est vraiment un record. Depuis que la station météo de Montpellier existe, en 1939, on n'avait jamais enregistré autant de pluie en si peu de temps. Et puis ce qui est exceptionnel aussi, c'est la période à laquelle se passent ces fortes pluies. Normalement, c'est à l'automne, en septembre-octobre. Là, c'est très tôt dans la saison, alors que normalement, juillet et août sont considérés comme des mois secs pour cette région méditerranéenne. Merci Evelyne et l'on vous retrouve bien évidemment dès la fin de ce journal pour une météo plus détaillée. 5 départements sont en vigilance pluie, inondation, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, la Drôme et l'Ardèche. Et par ailleurs, vigilance orange au vent violent dans 8 départements de l'Ouest. Vous y reviendrez. Soyez prudents, un campeur est mort ce matin en raison de ces vents violents dans le Cantal.
Ça a été l'actualité majeure de ce week-end. L'attentat évité in extremis dans le Thalys Amsterdam-Paris. Voici les tout derniers témoignages, humbles, précis et maîtrisés, de ceux qu'on appelle les héros du Thalys. 3 Américains qui se sont exprimés depuis l'ambassade des États-Unis à Paris. Anne-Laure Cros. Ils arrivent souriants et humbles devant les objectifs des médias internationaux. Un accueil soigné à l'américaine. Et pour la première fois, Spencer Stone, blessé au cutter, confie publiquement ce qu'il a vécu. J'ai couru et je l'ai plaqué au sol. J'ai essayé de lui enlever son arme et de lui presser le cou et il a continué à se débattre. Puis il a sorti un cutter d'une boîte et a commencé à me blesser. On lui a donné des coups de poing tous les 3 et j'ai réussi à lui attraper le bras et à lui serrer le cou assez fort pour qu'il soit inconscient. Avec son ami Alec, lui aussi militaire, ils ont réagi très vite. J'avoue que notre formation nous a aidés, une fois que cet homme a été maîtrisé, pour apporter des soins par exemple, ou sécuriser le wagon, au cas où il y ait un autre tueur. Mais je dois dire que c'est avant tout l'instinct de survie qui nous a fait réagir. Ils rendent un hommage appuyé au voyageur français qui s'est aussi interposé. C'est lui qui a commencé le premier à se battre. Et c'est lui qui mérite les louanges. Sinon les choses auraient été différentes. Ces 3 amis étaient en vacances en Europe. Ils rentreront aux États-Unis en héros. J'ai l'impression de vivre dans un film. Je ne vois pas d'autre terme, c'est irréel. Et François Hollande les recevra demain matin à l'Élysée. L'auteur de l'attaque, Ayoub El-Kazani, marocain de 25 ans, fiché par les services de renseignement de plusieurs pays, est toujours en garde à vue au siège de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure à Levallois-Perret. Son parcours, ses motivations et son arsenal, les derniers éléments de l'enquête avec Antoine de Pressigou et Sébastien Ambert. Qui est Ayoub El-Kazani ? Aux enquêteurs, le suspect de 25 ans décline son identité, confirmée moins de 24 heures plus tard. Né à Tétouan au Maroc dans une fratrie de 5, l'homme aurait vécu 7 ans en Espagne, notamment avec sa famille dans ce quartier pauvre d'Algeciras au sud du pays. Entre la prise de ses photos et son arrestation, l'homme a perdu beaucoup de poids, au moins 20 kilos. Je trouve quelqu'un de très chétif, de très hagard, de pas véritablement conscient de ce qui se passe. Quel est son parcours ? En Espagne, Ayoub El-Kazani se serait rapproché de la mouvance islamiste radicale. Il est signalé aux autorités françaises par les Espagnols en 2014. Une fiche S comme sûreté de l'État est alors créée. Il ne parle ni le français ni l'anglais. Pourtant, son père affirme dans un journal britannique que son fils aurait travaillé 6 mois en France pour une entreprise de téléphonie. En février 2015, il s'installe en Belgique et vit de petits trafics de drogue et de vols de portefeuille. 3 mois plus tard, son nom apparaît sur une liste de passagers au départ de Berlin pour la Turquie. Des faits qu'Ayoub El-Kazani conteste. Il nie également être allé en Syrie, comme l'affirment pourtant les autorités espagnoles. Quelles sont ses motivations ? A-t-il des complices ? En garde à vue, Ayoub El-Kazani affirme ne pas comprendre les accusations de terrorisme. Il dit avoir trouvé son arsenal dans un parc proche de la gare de Bruxelles, par hasard, 3 jours avant de monter à bord du Thalys. C'est quelqu'un qui est un solitaire, manifestement. On sent qu'il est assez replié sur lui-même et qu'il ne communique pas beaucoup. Il monte dans ce train pour braquer les gens, avec la volonté, en tout cas, déclarer aux policiers, ensuite de tirer dans une fenêtre du Thalys et de sauter du train en marche. Les enquêteurs ont relevé de nombreuses incohérences dans sa version des faits. Sa garde à vue devrait aller au terme des 96 heures. Les héros ont permis d'éviter in extremis un terrible drame. Mais comment faire face à ce type de menaces dans les trains ? Chaque année, 100 millions de voyageurs circulent à bord des TGV français. Les gares, lieux ouverts et les voyageurs avec ou sans bagages sont la hantise des services de sécurité. Le président de la SNCF, Guillaume Pépi, qui a vu le Premier ministre Manuel Valls hier, s'est rendu en gare du Nord à Paris cet après-midi pour annoncer le renforcement des mesures de sécurité. Jérôme Garot, Bénédicte Poirier, Marine Baird. 17h35, le Thalys parti d'Amsterdam arrive à l'heure en gare du Nord. Même train, même trajet que vendredi dernier. Côté voyageurs, la fusillade est dans toutes les têtes. Il y a de la présence, mais peut-être pas de contrôle physique. Aucune sécurité à Amsterdam, un peu étonnant. Pas de police, rien, aucune mesure qui a été mise en place, donc on était un peu étonnés. Comme si ne s'était rien passé. Et sur le quai, un homme très attendu, très entouré aussi. Guillaume Pépi, le président de la SNCF.
Vous avez senti nos voyageurs comment? Oui, ils regardaient quand même un petit peu où il y a des policiers qui sont présents sur les quais. 2 mesures concrètes. La première, la vigilance renforcée, la vigilance au carré dans les gares. Et puis deuxième action concrète, ce numéro 3117 qui sera effectif le 1er septembre et qui sera un numéro d'urgence, de vigilance. Mais il n'est pas encore question de contrôle systématique des passagers. Pour de telles mesures de sécurité, l'initiative appartient au gouvernement français. Dans d'autres pays européens, comme en Espagne, les voyageurs et leurs bagages doivent passer des portiques de sécurité pour les trajets sur les grandes lignes. Une surveillance accrue qui a un prix, un temps d'attente supplémentaire avant le départ du train. Et revenons sur ce qui s'est passé dans le Thalys. On y voit plus clair ce soir. Pierre Grange et Laurent Baugé reconstituent précisément le déroulé de l'attaque. Le Thalys venait juste de traverser la frontière entre la Belgique et la France, quand un Français se lève, le héros anonyme, Damien. Il ne souhaite pas dévoiler son nom de famille ni s'exprimer. Vendredi, 17h45, il se dirige vers les toilettes et se retrouve face au tireur, torse nu, avec ce sac qu'il portait en bandoulière et cette kalachnikov à la main. Le jeune homme se jette sur le tireur et tente de le désarmer. Ils se battent. Damien finit à terre et le tireur, lui, parvient à s'extirper. Il se retrouve alors dans la voiture 12, face aux voyageurs. Il tire au moins un coup de feu. La balle blesse un premier passager. C'est un Américain qui vit en France. Il est grièvement blessé mais toujours vivant. C'est alors qu'entrent en scène les militaires américains. J'ai vu qu'il avait ce qui ressemblait à une kalachnikov. Il essayait de recharger son arme. Alec m'a juste tapé sur l'épaule et m'a dit « Let's go ». Spencer se précipite le premier, suivi par Alec. En face, le tireur n'arrive plus à manier sa kalachnikov. Clairement, il n'avait aucun entraînement au maniement des armes. S'il avait su comment les manipuler, ou même s'il avait eu de la chance, fait les bons gestes et réussi à positionner ses chargeurs, on aurait tous été en danger et ne serait pas là aujourd'hui. Nous, comme les autres. Dans la foulée, le troisième Américain arrive. C'est l'ami des deux autres, un étudiant, suivi du Britannique, qui était assis un peu plus loin dans la rame. Ils finissent par maîtriser le tireur. Ils le frappent fortement à la tête, il tombe inconscient et il le ligote. Dans l'affrontement, Spencer Stone a été blessé au cutter. Il est en sang. Mais le voilà, en train de s'occuper de l'homme blessé par balle. Le sang coulait à droite de son cou. Je voulais utiliser ma chemise pour faire un garrot, mais je me suis dit que ça ne marcherait pas. J'ai donc mis mes 2 doigts sur ce que je pensais être son artère, et le saignement s'est arrêté, et j'ai dit « Merci mon Dieu ». Tout s'est déroulé dans la voiture 12. Juste à côté, la voiture 11, la dernière. C'est là que, d'après la directrice de Thalys, un des chefs de bord du train a trouvé refuge dans un local fermé à clé, avec 6 ou 7 voyageurs. Le tireur avait planifié son attaque dans les voitures première classe. Et le passager grièvement blessé, un franco-américain d'une 50aine d'années, est toujours hospitalisé ce soir au CHU de Lille. Dans l'actualité également, l'incendie d'une mosquée à Auch dans le Gers. Elle a été en grande partie détruite cette nuit. Les 2 salles de prière ont brûlé et la toiture s'est effondrée. Il n'y a pas de victimes. Une enquête est ouverte pour savoir s'il s'agit d'un acte criminel. Le calendrier politique reprend ses droits avec la rituelle fête de la rose d'Arnaud Montebourg à Frangy-en-Bresse en Saône-et-Loire. L'an dernier, il sortait sa cuvée du redressement qu'il voulait envoyer à François Hollande. Cette année, c'est une photo. Il s'affiche avec le grec Yanis Varoufakis. Son jumeau politique, lui aussi, ancien ministre, veut dans son pays incarner la gauche de la gauche. Sur place, Amandine Atalaya et Jean-François Monnet. Salut les jeunes, ça va? Bonjour. Oh là là. Du calme, bien plus qu'on ne l'aurait cru. On imaginait un festival de provocation, mais l'ancien ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, s'en tient à un humour convenu. Ah oui, Frangy. Very busy. Tandis qu'Arnaud Montebourg ne veut pas cette fois sortir du cadre, fini les provocations. Écoutez, c'est le ministre de la République hellénique qui s'est battu contre l'austérité. Donc son témoignage est fondamental pour nous, les Européens. Vient le fameux ban bourguignon, puis chacun dénonce les mauvais choix de son gouvernement. L'un évoque l'accord sur la Grèce. C'était une capitulation pour nous, mais surtout une grande défaite pour la démocratie en Europe.
L'autre adresse sa seule pique du jour à François Hollande. Vous votez pour la gauche française et vous vous retrouvez avec le programme de la droite allemande au pouvoir. Arnaud Montebourg précisera, cela dit. Je suis toujours membre du Parti socialiste, j'ai acquitté ma dernière cotisation. Même si je rêverais que ce parti soit bien différent ou autre. Ses proches poussent Arnaud Montebourg à se présenter en 2017. S'il n'a rien dit sur ce point, il montre en tout cas qu'il entend toujours peser au sein de la famille socialiste. Paris et Berlin appellent à la mobilisation européenne sur les migrants. Demain, François Hollande et Angela Merkel proposeront de nouvelles pistes pour résoudre cette crise humanitaire. Jusqu'ici, rien n'a vraiment changé. Des embarcations de femmes, d'hommes et d'enfants sont chaque jour à la dérive en Méditerranée. L'Allemagne est le pays européen qui accueille le plus de migrants, 4 fois plus que l'an dernier. Esther Lefebvre, Éric Josset et Alain Simonet sont nos envoyés spéciaux outre-Rhin. Pour la toute première fois, Julia distribue de l'aide. Elle est venue spontanément, bouleversée par le flot de migrants dans Berlin. Organiser cela, c'est un devoir. On doit tous faire quelque chose, car ça ne va pas s'arranger. À quelques mètres d'elle, la file d'attente s'étire devant ce centre administratif. Chaque jour, plusieurs centaines de nouveaux arrivants viennent se faire enregistrer, comme cette famille, originaire de Syrie, qui vient de passer sa première nuit en sécurité. C'est un bon peuple, un bon pays, Dieu soit loué, on est arrivé jusqu'ici. À leurs yeux, c'est un Eldorado. L'Allemagne croule sous les demandes d'asile. 800 000 prévus cette année, soit 4 fois plus que l'an dernier. Les autorités sont débordées. C'est problématique, bien sûr, car les chiffres ont explosé ces derniers temps. Et là, on a atteint les limites de nos capacités d'accueil. Un système fragilisé alors que l'Allemagne se veut exemplaire. Dans ce foyer, Ahmed réapprend à vivre, loin de sa famille, resté en Irak. Il a son propre studio et reçoit 316 € par mois. Ça fait 3 mois que je suis à Berlin. Ma vie a démarré il y a 3 mois. Avant, ce n'était pas une vie. Un semblant de vie normale. Pour ces demandeurs d'asile, tout est fait pour qu'ils s'intègrent au plus vite et qu'ils apprennent l'allemand. Dans ce centre, comme partout en Allemagne, près de la moitié des demandeurs d'asile viennent des Balkans. Objectivement, ils ont très peu de chances d'obtenir l'asile, car ils ne viennent pas de pays en guerre. Tous ne resteront pas, mais dans l'immédiat, les centres d'hébergement débordent. Et face à l'urgence, Berlin teste des alternatives surprenantes. Exemple, cet immense igloo gonflable en plein centre-ville. Ou encore, ces containers où logent plusieurs centaines de réfugiés. Mais dans ce quartier populaire, cette installation provoque des grincements de dents. Certains disent qu'ils amènent des maladies. Les gens trouvent qu'on investit trop d'argent pour eux. Beaucoup de riverains sont vite un peu agressifs. Alors que ces derniers jours, les incidents se multiplient en Allemagne, Angela Merkel en appelle à l'Europe. Elle veut un accord en matière d'asile, un appel à la solidarité qu'elle relaiera avec François Hollande demain lors d'une visite à Berlin. En France, c'est une tendance sans doute liée au faible pouvoir d'achat des Français. Le low cost ne s'est jamais aussi bien porté. Ce modèle de prix bas essentiellement développé par les compagnies aériennes concerne aujourd'hui de très nombreux secteurs. Pharmacie, fleuristes, salles de sport. Daphné Cagnard, Dippo Burry et Florian Perrin vous emmènent dans la vie à prix cassé. Il est désormais loin le temps où seules quelques compagnies aériennes proposaient des prix low cost. Le phénomène a envahi presque tous les secteurs et il n'est plus forcément synonyme de bas de gamme. Ici, les bouquets sont 20 à 30% moins chers que chez un fleuriste traditionnel. Des rabais toute l'année pour une clientèle satisfaite. C'est des fleurs qui sont d'un prix tout à fait raisonnable, de bonne qualité, pour faire un cadeau qui ne soit pas hors de prix et qui fasse quand même plaisir pour l'année. Des prix taillés sur mesure, car ce fleuriste achète lys, roses et autres tulipes 20% moins chers. Nous n'avons pas d'intermédiaire. Nous n'achetons pas chez des grossistes, mais directement donc en Hollande, ce qui nous permet de bénéficier des meilleurs tarifs aujourd'hui, en direct. Second avantage du circuit court, des fleurs plus fraîches, qui tiendraient donc plus longtemps.
Entre le fait qu'elles soient cueillies et le fait que nous on commence à les travailler, il y a à peu près 2 jours d'écart. Autre secteur, autre prix mini. Dans cette pharmacie low cost, les médicaments non remboursés, produits d'hygiène et de beauté, sont en moyenne 25% moins chers que chez les concurrents classiques. Ici encore, une formule miracle, l'achat en grosse quantité. Comme nous sommes 80 pharmacies, nous achetons en nombre et le fait d'acheter en nombre nous permet en fait de mieux négocier au niveau des fournisseurs. Et puis d'un autre côté, nos partenaires pharmaciens jouent sur leurs marges. Cette étudiante fait attention à son budget. Bonjour. Cette boîte de pansements, achetée 4,90 €, lui coûterait plus de 7 € ailleurs. Des prix rognés, un service équivalent. C'est moins cher que les autres pharmacies, les prix sont intéressants et la relation cliente est la même que les autres pharmacies. Donc voilà, c'est très intéressant pour mon budget. Et pour garder la santé, le sport aussi se met au low cost. Dans cette salle, 100 machines dernier cri sont à la disposition des clients 7 jours sur 7. Avec tout le matériel qu'il y a, c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est des 3 mois pour 19,99 et ensuite on passe à 29, donc il n'y a pas photo quoi. Une bonne affaire qui s'explique par l'absence de coach. Une économie de salaire. Toutefois, pour les sportifs du dimanche avides de conseils, la technologie est un appui précieux. Il n'y a pas de coach humain parce que l'intérêt principal d'un client, ce n'est pas d'avoir un coach, c'est d'obtenir des résultats et d'atteindre son objectif. Nous lui fournissons directement tous les moyens possibles pour atteindre son objectif en libre service et donc sans coach. Pour ces 3 entreprises, le low cost est très rentable. Et pour moins de 30 €, le client, lui, repart avec un bouquet, des pansements et une santé de fer. Et maintenant, vous allez pouvoir tester votre mémoire. Voici la première exposition virtuelle sur ce monde bien mystérieux. En fait, à l'origine, c'était une exposition bien réelle, cautionnée par les scientifiques. Mais sa tournée en France a rencontré un tel succès qu'elle a été déclinée en exposition en ligne sur Internet. Vidéos, quiz et autres tests, Memoria propose une plongée dans les secrets de la mémoire. Et le champ est infini. Visite guidée signée Isabelle Marc et Mathieu Mondoulet. On dirait un jeu de science-fiction, et pourtant c'est un voyage au cœur de la science réelle que nous propose Memoria, la première exposition virtuelle sur le monde de la mémoire. Je suis heureux de vous accueillir pour mes expériences sur la mémoire. Sachez qu'en principe, il n'y a rien à craindre, mais bon, on est bien d'accord, vous êtes volontaire. Mémoire humaine ou animale, le visiteur clique d'une bulle à l'autre. Une visite interactive, comme dans l'exposition d'origine qui parcourt la France en ce moment. Ici, il faut se mesurer à un singe, Ayumu. Pas facile de se souvenir de la bonne suite de nombres. Et là, on enregistre. Et on va aller voir. Test, quiz, vidéo, c'est la mémoire dans tous ses états que l'on découvre. Grâce à des expériences concrètes, chacun y trouve son compte, quel que soit son âge. On aime bien et puis comme ça aide mieux à apprendre. Quand on commence à perdre la mémoire, à plus savoir où on met ses clés, etc., ça angoisse, quoi. C'est important de savoir comment fonctionne sa mémoire et puis de prendre conscience aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent et qui ne sont pas forcément graves non plus. Petite confusion et grands oublis, mémoire trop pleine ou faux souvenirs, cerveau humain ou animal, 50 spécialistes sont à portée de clic. Et je suis psychologue pour Mollusque. C'est extrêmement agaçant, on a tous vécu ça. On vit dans un monde qui est happé quelque part par l'information immédiate et je pense qu'on a besoin de prendre du recul. On ne sait plus très bien se situer dans l'orientation entre le passé et le futur. On a des grosses interrogations sur ce que c'est que la mémoire. En accès gratuit sur Internet, Memoria fait entrer l'exposition dans les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite et elle évolue. On attend une nouvelle bulle, celle de la mémoire collective. C'est un mythe qui fascinait les marins et qui aujourd'hui fait rêver les petites filles. La sirène, femme poisson d'une grâce inégalée. Figurez-vous qu'il existe en France une école pour devenir sirène. C'est une championne de natation synchronisée qui en a eu l'idée et elle séduit beaucoup de jeunes vacancières à Marseille. Lilia Blaise et Christian Barthès sont allés revoir la petite sirène. Elle apparaît soudain, comme celle qui vient charmer les marins. Mais la sirène de Marseille a un autre don, parler aux enfants. Une vraie sirène ? Oui, c'est une vraie sirène. Au royaume de Triton ou dans la piscine, Julia Sardella ne quitte pas sa seconde peau. Cette ancienne championne de natation synchronisée a transformé sa passion pour les sirènes en un sport de loisir qui s'apprend.
Oui. Oui. On ne fait pas de la compétition, on est là pour se faire plaisir, pour apprendre à évoluer un petit peu plus dans la natation et en même temps apprendre à avoir un côté un peu plus artistique que dans d'autres sports aquatiques. La nage sirène, c'est la technique de l'ondulation. Là, on ne va pas utiliser les bras, ils vont être soit dans le prolongement du corps, soit au-dessus de la tête. Et faire la femme poisson demande beaucoup d'efforts. On plie les jambes et on la ramène, on appuie fort dessus. C'est lourd, mais au bout d'un moment, on s'y habitue. C'est top, difficile, très sportif et on passe un super bon moment. Un bon moment, mais pas seulement. C'était mon rêve et donc là, je me sens comme si j'étais une vraie sirène. On a l'impression d'être vraiment libre sous l'eau et qu'on pourrait rester des heures et sans respirer. C'est vraiment une sensation unique en fait. Du sport au spectacle. Julia veut intégrer cette discipline à des numéros aquatiques. L'artiste ne laisse rien au hasard, des palmes aux costumes faits sur mesure. Elles sont très jolies. Même pour les spectacles, on pourrait avoir une queue de sirène qui soit un peu plus naturelle. Ceux ou celles qui veulent aller un petit peu plus loin dans la performance, nous on les forme pour qu'après on puisse les intégrer dans nos spectacles. On a vraiment deux activités, mais qui sont au final complémentaires. En attendant la gloire, notre Ondine peut regagner les flots et nager jusqu'à Paris, où elle projette d'ouvrir une autre école. Dans l'actualité sportive, on voyait beaucoup de désillusion dans le regard des non-titulaires. Le sélectionneur du 15 de France, Philippe Saint-André, a révélé la liste des 31 rugbymen retenus pour la Coupe du Monde qui s'ouvre le 18 septembre. Et cela au lendemain de la victoire de la France sur l'Angleterre. Didier Pierreschi, Mathieu Dupont et Lionel Audibert étaient là pour le grand moment. Ils n'ont pas le cœur à s'exprimer. 13h ce dimanche, aéroport d'Orly. Tous les joueurs du 15 de France rejoignent leur famille pour 5 jours de repos. L'ambiance est encore pesante. Quelques heures auparavant, dans l'intimité du camp de base, Philippe Saint-André dévoile les noms des 5 bleus non retenus pour la Coupe du Monde. Vous connaissiez les règles du jeu à partir du début. Il a fallu faire des choix. Exit Chioki, Vahamaina, Goujon, Lamera et Trinduc. Le moment est intense, pour les exclus comme pour les sélectionnés, attristés par le départ de 5 copains, avec lesquels ils viennent de vivre 7 semaines d'émotions fortes. Le capitaine Thierry Dussautoir, informé juste avant les autres, a lui aussi du mal à masquer son désarroi. La tristesse contraste avec la joie, ressentie hier soir. Vainqueur de l'Angleterre, l'un des favoris de la prochaine Coupe du Monde, les joueurs affichaient leur plus beau sourire. Frédéric Michalak notamment, devenu à cette occasion le recordman de points marqués en équipe de France. Ça fait du bien quoi, ça fait du bien de gagner les Anglais, de leur mettre un peu la pression sur eux parce que voilà, c'est eux qui accueillent la Coupe du Monde et la pression elle est un peu plus sur eux que sur nous. 4 semaines séparent l'équipe de France de son entrée dans le mondial. La victoire hier ne change pas son statut d'outsider mais elle renforce ses convictions. Les joueurs se sont fait des promesses et veulent les tenir, y compris pour ceux qui les ont quittés prématurément ce matin. Et les matchs de l'équipe de France seront à suivre exclusivement sur TF1. L'autre événement sportif de ce dimanche, c'est la victoire sur le fil d'Usain Bolt à Pékin. Le roi du sprint mondial conserve de justesse son titre de champion du monde du 100 mètres à 1/100e de seconde devant l'Américain Justin Gatlin. Avec Mathieu Perrault, Julien Daniel et Julien Clouzot, revivons leur course folle. À Pékin, il est arrivé caché, très loin des chronos de l'Américain Justin Gatlin cette année. Tout le monde se demandait de quoi était encore capable Usain Bolt. Encadré au centre de la piste par 4 sprinteurs américains. La réponse est arrivée en 9 secondes et 79 centièmes. Je suis le numéro 1, ok? Numéro 1 un jour, numéro 1 toujours. Vous aviez des doutes? Tu peux pas douter. Si tu commences à douter, c'est le début de la fin. Donc non, j'ai jamais douté. Pour 1/100e de seconde, Usain Bolt s'offre une 5e médaille d'or sur 100 mètres dans un grand championnat. Celle-ci aurait été la plus difficile à aller chercher. Alors le Jamaïcain a pris tout le temps nécessaire pour la savourer sur le stade au son du reggae, avec ses supporters et ses proches rassurés sur son état de santé. Je suis tellement heureuse qu'il ait gagné, parce qu'il a été blessé et qu'il n'était pas bon à l'entraînement cette année. Je suis vraiment contente de cette victoire.
7 ans après les Jeux Olympiques de Pékin, le sprinter jamaïcain va maintenant tenter de réaliser un triplé. Il est aussi engagé sur le 200 mètres et le relais 4x100 mètres. 2 nouvelles opportunités de marquer un peu plus l'histoire de l'athlétisme. Et rejoignons maintenant une destination très prisée des Français. Essayez de deviner, c'est une ville légendaire où se rendent 200 000 Français chaque année pour jouer au casino, se marier en vitesse ou les deux. Et oui, cap sur Las Vegas où les néons des années 50 ont laissé place à des écrans géants très haute définition. Antoine Habert et Julien Deniel n'ont pas beaucoup dormi. Las Vegas a un surnom, la ville du jeu. Mais n'est-elle pas d'abord la ville lumière? Pour ces touristes français, cela ne fait aucun doute. Quand on arrive, on est stupéfait par la lumière, vraiment, tout de suite ça nous saute à l'œil. Au-dessus de leur tête, 2 millions de projecteurs, un écran de 430 mètres de long, le plus grand du monde. En fait, on a l'impression que d'un seul coup, il y a un toit dans le ciel et on voit tout ce qui se passe et ça donne le vertige même. Tous les soirs, c'est un spectacle de son et lumière. Sous l'écran, on peut même faire de la tyrolienne contre $20. Nous sommes à Fremont Street, le cœur du vieux Las Vegas. Un quartier que connaissent bien Barbara et Richard. Ils ont créé un circuit touristique pour découvrir les lumières de la ville. Aucune autre ville n'a créé une telle féerie de lumière. C'est la plus importante collection de néons au monde. Barbara nous conduit vers le Strip, l'avenue la plus connue de Las Vegas. Ici sont regroupés les grands hôtels de la ville avec leurs écrans haute définition. Avant, nous avions des néons, mais maintenant, il y a beaucoup de panneaux avec la technologie LED. Ces ampoules LED ont une durée de vie beaucoup plus importante et surtout, elles consomment moins. Avantageux pour les hôtels et les casinos. C'est intéressant. Dans nos casinos, on a économisé 213 millions de kilowattheures en 4 ans. Mais Las Vegas n'oublie pas son passé, ses vieilles enseignes. Elle a même créé un musée, un cimetière de néons des années 30 à aujourd'hui. Plusieurs évoquent la France. Lido de Paris, c'est le premier spectacle qui s'est directement importé de Paris. Ce musée est un voyage. Au temps de la Prohibition, 150 néons de bars, d'hôtels, de casinos, jusqu'au Stardust. Emblème des années 50, l'époque de la conquête spatiale et du tourisme atomique. Des essais nucléaires avaient lieu à 80 km seulement. Aujourd'hui, les néons ont changé, mais Las Vegas n'a pas perdu de son attrait. L'année dernière, la ville a accueilli plus de 40 millions de visiteurs, son record. Et voici le dernier épisode de notre série consacrée au désert. Ce soir, en Montgolfière, nous allons survoler un fascinant désert, étonnamment sculpté, la Cappadoce en Turquie, une région inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO dont les reliefs se sont formés il y a 30 millions d'années. Patrick Fondio et Morgane Doux se sont envolés. À l'heure du laitier, rendez-vous aux aurores, dans le ciel d'une région de Turquie au nom évocateur. L'Anatolie, qui signifie lever de soleil. Et avant l'aube, dernier préparatif sous la supervision d'Emra, notre guide pour ce vol au-dessus d'un désert singulier, la Cappadoce. C'est l'aéroport des montgolfières de Cappadoce. Vous avez à peu près 180 montgolfiers qui attendent ces visiteurs pour découvrir cette belle région. À plein gaz, nous voilà déjà 500 mètres plus haut, survolant un décor lunaire. Ni désert, ni vallée, peuplé d'étranges rochers. Séquelles d'éruptions volcaniques il y a des millions d'années, sculptées par l'érosion, pour former ces cônes, poétiquement baptisés cheminées de fées. En dessous, nous avons, géologiquement parlant, ce sont des monolithes, une colonne en tuf volcanique. Mais dans la région, on appelle ça comme cheminée de fées. Ces rochers, par exemple, si vous venez l'année prochaine, vous ne pouvez pas voir la même formation. Parce qu'à chaque fois, il y a une partie de roche qui tombe, qui s'écroule. Des cônes, comme dessinés par la magie de fées, et des rochers aux formes laissant cours à l'imagination des touristes. Ici, un lion, là, un aigle, puis un chameau, voire un drôle d'escargot.
escargot à 2 coquilles. Un escargot à 2 coquilles? Mais elles sont où les coquilles? Bah, c'est les 2 bosses. Moi, c'est plutôt des maisons de schtroumpfs que je vois. Des grottes ayant servi autrefois de maison non pas aux schtroumpfs, mais à des habitants de Cappadoce, comme Ibrahim, originaire de cet ex-village dit troglodyte, car creusé dans la roche. Ici, c'était une maison jusqu'à 1965, une famille qui vivait là. C'était sa cuisine, comme on peut voir la fumée qui est passée sur le mur. Donc ils pouvaient facilement protéger leur nourriture dans les grottes, dans les maisons troglodytes. Pour la nourriture, pour se chauffer en hiver, comme il fait bon à l'intérieur. Des grottes de Cappadoce classées au patrimoine mondial. Ici, dans ces cavernes, un trésor de l'humanité. Des fresques de premiers chrétiens d'Orient réfugiés dans ces monastères de pierre. Les premiers monastères sont fondés en Cappadoce et on peut facilement dire que c'était le berceau des chrétiens. Des pics rocheux de Cappadoce, aux allures de canyon, aujourd'hui utilisés comme studio à ciel ouvert par des jeunes mariés. Décor improbable, choisi comme porte-bonheur pour des noces d'une vie. Un sentiment d'éternité dans un désert sculpté par le temps, jour après nuit. Éric Cantona, bonsoir. Bonsoir. Ça donne envie d'aller là-bas, hein? Ah ouais, c'est magnifique. C'est très très bon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de votre pièce, parlons de vous. Dans une première vie, footballeur très connu, dans la deuxième, comédien reconnu. On vous a découvert au cinéma il y a 20 ans déjà, dans Le Bonheur et dans le Pré, d'Étienne Châtillaise. On se souvient de vous aussi dans le film de Ken Loach à Cannes en 2009, Looking for Eric. Et puis au théâtre, il y a 5 ans, Face au paradis, déjà mise en scène par votre femme, Rachida Brakni. Vous dites « Ma vie est une prise de risque, sinon je m'ennuie ». Ouais, tout, en fait, c'est surtout tout autour du jeu, quoi. Le jeu, c'est le risque, parce que le jeu, on ne sait pas où on va. Vous avez besoin de jouer dans la vie? J'ai besoin d'adrénaline, j'ai besoin de tout ça. Il n'y a que le jeu qui me donne, il n'y a que l'incertitude qui me donne ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est constamment, on s'engage dans une aventure sans habiter de doute, quoi. Ouais. Voilà, on est certain que d'une chose, c'est de nos doutes. Et c'est ça qui procure justement cette adrénaline, quoi. Et j'ai besoin de ça. Et toute forme de jeu, d'ailleurs. Et alors vous êtes à partir, c'est une forme de jeu, du 2 septembre, à l'affiche de la pièce Victor au Théâtre Hébertot à Paris, une pièce d'Henri Bernstein à la mise en scène Rachida Brakni. Nous sommes en 1950. Victor Grégory Gadebois, l'acteur, sort de prison où il a accepté d'aller à votre place, vous, son ami, par amour pour votre épouse, Caroline Filleul. Jeudi dernier, Sylviane Mondet et Antoine Pocry sont allés assister aux répétitions. Regardez. Un rôle presque taillé pour lui. Tu vas souffrir. Dans Victor, Éric Cantona joue un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Quittons-nous bons amis. Viril, imposant, cynique. Qui, pour l'amour d'une femme, a laissé son ami Victor aller en prison à sa place. Trêve de plaisanterie. Je ne plaisante pas. Moi, je te raterai pas. Crois-moi. C'est quelqu'un, comme on dit, quoi. Il est très imposant, très impressionnant. Il a une présence extraordinaire. Ta nature veut que tu te crées de grandes obligations morales, que tu imagines... En répétition au Théâtre Hébertot, c'est un Éric Cantona docile, attentif que nous avons rencontré. Avance encore un peu, Éric. Un homme qui obéit aux moindres injonctions d'une femme metteur en scène, la sienne. Le dessin marche bien. Maintenant, il faut trouver le rythme pour tous les trois. Est-ce qu'il est facile à diriger? Oh oui. Mais ne versons pas dans la vulgarité. Éric est quelqu'un qui est très tranché dans ses choix. C'est pas quelqu'un qui est dans la demi-mesure, c'est pas quelqu'un qui est dans la tiédeur. Et donc du coup, il est parfait pour ce rôle. Il est souple comme un footballeur. Il passe la balle admirablement. Éric Cantona, joueur sur le terrain, sur scène. Tu as filmé? Je vous en face. Et devant les caméras. Alors je suis venue aussi vous voir là, en répétition. Sur scène, il y avait un long travail millimétré, entrecoupé par quelques gros fous rires. Les répétitions, c'est un moment de recherche que vous adorez. Oui, évidemment, j'aime jouer, j'aime à un moment donné partager ça avec le public, comme nous tous, quoi. Mais toute cette période de recherche
Ouais, c'est un peu comme si on préparait un voyage, quoi. Quand on prépare un voyage, le voyage en lui-même est très intéressant, mais toute la préparation est magnifique. Alors c'est l'histoire d'un triangle amoureux, mais c'est surtout l'histoire d'une amitié masculine hein, qui va se détruire à cause d'une femme. De vous, Rachida Abrakni, votre femme est metteur en scène, on l'a vu, dit « Eric est comme son personnage, un homme tranché, pas dans la demi-mesure, pas dans la tiédeur ». Je voulais que je vous réponde à ça. Mais pour parler du personnage, en tous les cas, oui. de Marc et la relation entre Victor et Marc, oui, c'est une amitié profonde, quoi. Et la pièce, c'est comment, justement, comment cette amitié profonde va pouvoir résister et c'est dur, alors que sa propre femme devient la maîtresse de son grand ami. Et cette amitié résiste et persiste, quoi. Et c'est ça la profondeur de cette pièce et la grandeur de cette pièce et la force de cette pièce, avec bien sûr des situations d'humour aussi énormément. Et justement, c'était ce passage de l'humour à l'émotion. Il y a dans cette pièce de quoi se régaler vraiment, quoi. Votre femme pour nous, hein, et votre metteur en scène dit, on l'a entendu, que vous êtes facile à diriger. Alors c'est vrai que vous l'écoutez. Certes, elle a été quand même, elle a fait le conservatoire, elle a été pensionnaire à la Comédie Française, elle est actrice, elle est metteur en scène. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle a une autorité naturelle incroyable. Une autorité naturelle incroyable, oui, ça c'est sûr, et on en a besoin. Mais le respect se gagne aussi par ce qu'on propose. Et ce qu'elle nous propose, on sait qu'elle nous amène vers quelque chose de bien. Après, on suit ou on ne suit pas, mais nous, on suit tous, parce que justement, et cette autorité-là, elle se gagne, ce respect-là, il se gagne par ses propositions, des grandes propositions. Et puis elle est effectivement très précise. Et je voudrais vous entendre sur une question d'actualité. Vous écoutiez le journal. La France et l'Allemagne, à propos des migrants, proposent une mobilisation européenne. Où vous vous situez, vous, par rapport à la phrase de Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part? Elle doit en prendre sa part, et je pense que tous les pays de l'Union européenne doivent prendre leur part. Et c'est ça, justement, de trouver une politique commune, quoi. Il me semble que c'est ça le plus important. Et pour ça, il faudrait que les politiques de ces pays-là arrêtent de faire de la politique de sondage, qui est basée, je crois, sur l'ignorance, et qu'ils aient plutôt une vision à long terme. Parce que jusqu'à preuve Ils en manquent ? Ils en manquent, parce que la politique de sondage, ça veut dire, s'il y a la majorité des gens qui pensent à ça, je vais leur servir ce qu'ils veulent, puisque de toute façon, c'est eux qui vont m'élire, quoi. Alors soit la politique c'est ça, et à ce moment-là, c'est qui fait la politique, c'est qui a les grandes idées, ou soit on décide d'avoir ses propres idées, de défendre et de mourir ou de grandir avec ses propres idées. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'immigration a participé largement au développement économique de l'Europe, et ça continuera. Ça continuera si on laisse la place à la migration, vous voyez. Et ensuite, en tant qu'humains, les grands humanistes que nous sommes, mais on aura au moins voilà, une conscience tranquille, quoi. Voilà. Si on n'est pas des humanistes, pensons à l'économie, puisque le monde est dirigé par ça. Voilà. Et économiquement, l'immigration a toujours servi tous ces pays. Et il faut que ça continue, il me semble. Merci beaucoup, Éric Antonaille. Je rappelle que vous êtes à partir du 2 septembre à l'affiche de la pièce Victor au Théâtre Hébertot à Paris, avec Grégory Gadebois et Caroline Tilleul, et une pièce mise en scène par Rachida Abrakni. Merci à vous. Mario Malenfant et Serge Biavin, qui sont avec vous sur scène aussi. Exactement. Merci infiniment d'être venu sur TF1. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo automnale d'Evelyne Delia, suivie de votre film Boulet Bill avec Franck Dubosc et Marina Foïs. Demain, pour l'information, vous retrouverez à 13h Jean-Pierre Pernaut, à 20h Gilles Boulot et vendredi Claire Chazal. J'ai été très heureuse de passer cet été avec vous. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt sur LCI.